D'abord, je remercie Nathalie et les intervenants précédents et les intervenants futurs d'arriver à respecter le temps de parole. Ils réussissent l'exploit de dire beaucoup de choses intéressantes, passionnantes, dans un temps limité. Alors, pour la parole. Quand l'équipe d'organisation de notre colloque a choisi un thème, il était évidemment largement inspiré par les événements de janvier à Paris, enfin dans la région parisienne. Et nous avons donc cherché un intervenant qui puisse parler au nom des autorités françaises, ou qui en tout cas ait une habilitation française, mais qui en même temps puisse avoir une certaine liberté de parole. Et nous avons évidemment pensé au conseiller culturel du Centre français. Nous avons pris contact avec Olivier Rubinstein et un petit groupe qui représentait notre comité, avec notre président Jean-Marc Ozenfeld, Jacqueline Rodibo et moi-même. Nous avons été, excusez-moi de le dire, mais séduits par votre accueil et la façon dont vous avez accepté d'intervenir dans le colloque. Alors, bien évidemment, nos fonctions de conseiller culturel à l'ambassade de France et directeur de l'Institut français d'Israël à Tel Aviv nous impose certaines petites restrictions de parole, mais nous avons affaire... Il m'impose à moi. Non, vous avez... Ah oui. Mais nous avons affaire à un personnage hors du commun, et Olivier Rubinstein est un homme de lettres, également un homme de conviction. Il a démarré sa carrière d'une façon un petit peu surprenante pour un conseiller culturel. Il a passé un CAP de peintre en bâtiment, mais... Il y a longtemps. Voilà. Oh, vous aviez 20 ans, il n'y a pas de si longtemps que ça. Mais ensuite, il entre vraiment dans le domaine de la culture en ouvrant sa propre librairie, et 3 ans plus tard, il rejoint un éditeur de haute notoriété, la maison Gallimard, qui d'ailleurs a fêté en Israël en février dernier son centenaire à la Foire internationale du livre. Chez Gallimard, Olivier Rubinstein passe par tous les métiers de l'édition. Excellente école qui forge son opinion et sa vision de futur patron. Il fondera en 1985 les éditions Le Dilettante, qui est un éditeur de textes issus de la littérature française, soigneusement choisi. Mais en fait, son regard porte beaucoup plus loin, bien au-delà des frontières. En cofondant les maisons Climat et Austral, Olivier Rubinstein s'ouvre à la littérature étrangère et fait connaître au public français une large culture d'écrivains venus d'ailleurs, et en particulier israéliens, et de nombreuses traductions d'auteurs en yiddish. Avec les éditions 1001 Nuits, qu'il cofonde en 1993, Olivier Rubinstein révolutionne l'univers de l'édition. Inspiré du concept italien 1000 lire, c'est-à-dire petit livre à 1000 lire, je ne suis pas tout à fait sûr du montant du taux, mais enfin ça doit correspondre à peu près à 1 euro, 1000 lire aujourd'hui, plus ou moins. Donc ce qui veut dire des livres à très très bon marché, mais de contenu de haute valeur. Il publie des textes courts en format poche, à bas prix et tout à fait adapté à la vie urbaine. Un concept très original qui ne négligera pas la richesse et la qualité du contenu. En 1998, Antoine Gallimard, le patron, lui confie enfin les rênes de la maison de Noël. Et un sacré pied de nez à l'histoire pour ce sacanobiste éditeur qui prend la tête d'une entreprise créée en 1928 par Robert de Noël, collaborationniste notoire, grand admirateur de ses livres. Mais c'est pas le seul paradoxe. D'origine juive, roumaine et russe, bienvenue, vous
nous avons des racines communes. Celui qui se battra avec tant de force pour récupérer son nom à consonance juive, Rubinstein, que sa famille avait choisi de franciser afin d'oublier les périodes sombres de son histoire, décidera symboliquement à son arrivée aux éditions de Noël de publier l'histoire générale du Bund d'Henri Meintjes ou l'épopée de ce mouvement social-démocrate juif né dans la clandestinité en 1897 en Russie. Cet éditeur de conviction s'exprimera ensuite sans mesure, eximant de l'histoire le manuscrit d'Irène Nemirovsky, Suite française, et publiera les ouvrages d'intellectuels et écrivains français, des auteurs étrangers comme Mattathias Karp, avec Katia Negra qui lève le voile sur les horreurs de la Shoah en Roumanie, ou l'Israélien Tom Segev avec 1967, Les 6 jours qui ont changé le monde. Mais également des illustrateurs comme Johann Svar, L'Étoile polaire, ou Robert Crumb, La Genèse. En 2001, conscient des bouleversements et interrogations de l'après 11 septembre, il crée la revue Le Meilleur des Mondes, une revue trimestrielle qui balaye l'actualité politique. Une revue à contre-courant des idées anti-israéliennes ou anti-américaines qui se propagent à toute vitesse sur le vieux continent. Pascal Bruckner, Marc Weitzman, Pierre-André Taguieff, André Glucksmann ou Alain Finkielkraut contribueront à ce meilleur des mondes, entre guillemets. À 53 ans, Olivier Rubinstein change de vie, décide de vivre et travailler dans un pays qui lui est cher, devinez, Israël. Il prend la direction de l'Institut français d'Israël et devient le conseiller culturel de l'ambassadeur avec envie de se réinventer. Ouvrir les portes de l'Institut français aux francophones d'Israël et au public israélien, développer les rencontres, les événements culturels, le débat d'idées dans les centres culturels français font partie de ces projets ambitieux parce que lire, comprendre, débattre ont été les fils directeurs de son parcours et parce que la France, ce rare pays où les intellectuels parviennent encore à susciter le débat, n'a jamais cessé, dit-il, depuis les Lumières, d'apporter cette spécificité. Alors, Olivier Rubinstein va traiter d'un sujet très délicat. Est-il permis de tout dire? À vous, Olivier. Merci. Merci de cette présentation complète, qui me tétanise un petit peu. C'est vrai que je suis ici en tant que diplomate. J'ai accepté aussi votre invitation à titre personnel, eu égard à mes anciennes fonctions d'éditeur. Éditeur, c'est éditer, c'est choisir, et bien évidemment dans le choix de porter une parole, de la rendre publique, la question de la liberté, la question qui nous occupe ce matin, est-il permis de tout dire, se pose inévitablement. Je parlerai aujourd'hui plus spécifiquement de la France, d'abord parce que je ne suis pas israélien, et j'ai été bien évidemment confronté dans ma vie d'éditeur à des choix, à des questionnements, à de la censure, à de l'autocensure parfois. Et la France, comme on le rappelle dans la présentation, est un pays assez singulier. Est un pays singulier parce que la place de l'intellectuel en France est une place jusqu'à présent assez unique. Vous n'avez pas, dans les pays anglo-saxons, vous avez des intellectuels évidemment dans les pays anglo-saxons, mais qui n'occupent pas une place centrale dans le débat public. Lorsqu'un écrivain, aussi important soit-il, publie un article dans le New York Times, l'écho qui en est rendu dans la société civile est équivalent à quasiment zéro. Cet article, cette prise de position publique d'un intellectuel américain
agitera le milieu universitaire, mais il n'ira pas au-delà. En France, pour prendre un des derniers exemples, là, il y a quelques semaines, lorsqu'Emmanuel Todd publie un livre sur la réaction des attentats à Charlie Hebdo, ceux d'entre vous qui ont suivi l'actualité française ont pu voir que tous les médias, presse, télévision, radio, ont été submergés de réactions, positives ou négatives, bien évidemment, suite à la publication du livre d'Emmanuel Todd. Donc on est en France dans un pays tout à fait singulier. Et je dirais même qu'en Israël, où le milieu intellectuel est assez vivace, universitaire aussi, je n'ai pas l'impression, en observant quand même de près ce pays depuis plusieurs années maintenant, qu'un article, par exemple, d'un David Grossman publié dans Haaretz va susciter des débats publics énormes. Ça reste souvent confiné, me semble-t-il, à un petit cercle. Donc pour revenir à la France, et mes prédécesseurs l'ont très remarquablement exprimé, la France est un pays singulier parce que la France a vécu, a créé la Révolution française, a créé la Révolution, et elle a porté le flambeau de cette Révolution à travers toute l'Europe. Et l'Europe n'a plus jamais été la même ensuite. Et la Révolution française a été évidemment une réaction contre la monarchie, et a donné lieu, et Simon ça pourrait le développer beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, à une liberté pendant quelques années, jusqu'à la terreur, à une liberté totale, une liberté pamphlétaire extrêmement radicale, liberté, voire pornographique d'ailleurs, puisque les pamphlets anti-monarchistes étaient souvent empreints de pornographie, une liberté absolument totale. Ce mouvement, cette explosion de la liberté a ensuite été évidemment totalement couvert par la période de la terreur, par la période napoléonienne et tout ce qui s'en est suivi au XIXe siècle. On a vu réapparaître une explosion de liberté totale avec un tout petit groupe dont on a beaucoup parlé ensuite, mais qui à l'époque était peu connu. C'est la période du surréalisme. Le surréalisme, il est né d'une chose bien spécifique, il est né de la guerre de 14. La guerre de 14 qui a ravagé l'Europe a donné lieu, juste après la fin de cette guerre, à la création de mouvements artistiques, révolutionnaires, tout ça dans un bouillonnement général qui était lié à la révolution russe, à Spartacus en Allemagne, à la révolution en Hongrie, a donné lieu, en France en tout cas, à l'émergence de ce courant qu'on appelle le surréalisme, qui était représenté par André Breton, né d'artistes souvent juifs d'ailleurs, souvent juifs roumains, exilés en Suisse, comme Tristan Tzara, qui ont créé le mouvement Dada. Le mouvement Dada, ne serait-ce que de par son nom, le mouvement Dada était un mouvement qui voulait jeter par-dessus bord l'ancien monde. C'était un peu leur... mais à travers des formes, évidemment, à travers des formes artistiques. Mais pas que. Quand on prend l'histoire du surréalisme, quand on prend l'histoire de Dada et du surréalisme, on se rend compte par exemple que dans les années 30, quelqu'un comme Michel Béris, grand anthropologue, qui est devenu un grand anthropologue, grand écrivain, perturbait des réunions d'anciens combattants français en criant « Vive le Kaiser !» Par pure provocation. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on retrouve dans les années 60 exactement la même solidarité, le même mouvement à travers des journaux comme Harakiri ou Charlie Hebdo. C'est-à-dire cette provocation totale qui permise ou pas
dans les années 30, il y avait des lois quand même assez restrictives, des lois sur la presse assez restrictives, qui ont totalement explosé, même si ces lois, la loi de 1880 est toujours en vigueur évidemment, mais qui ont totalement explosé dans les années 70. Pour faire, parce que le temps imparti n'est pas très, très long, pour sauter aux années 70, c'est-à-dire à l'après 68, l'après 68, c'est finalement 1920 en France, c'est-à-dire une explosion totale. Alors, ce ne sont pas les mêmes causes, évidemment, mais la période gaulliste a été une période, je dirais, pour de nombreux intellectuels, une période assez étouffante, intellectuellement parlant. Et 68 va libérer la parole avec ce slogan dont on peut beaucoup parler, beaucoup se poser aujourd'hui, il est interdit d'interdire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire, c'est-à-dire est-ce qu'on peut tout dire quand on vient au sujet? Est-ce qu'on a le droit d'émettre des opinions racistes, antisémites, fascistes, tout autre? À l'époque, dans la presse 68, c'était bien évidemment la gauche et l'extrême gauche qui avaient un peu le grand coup. Et les journaux comme Harakiri ou Charlie Hebdo, Harakiri d'abord et Charlie Hebdo ensuite, s'en sont donnés à cœur joie avec des couvertures qui ne pourraient plus être publiées aujourd'hui. Que ce soit sur le christianisme, sur le judaïsme ou sur l'islam. Et à l'époque, on ne parlait pas de l'islam. L'islam n'était pas un sujet. Et je peux vous dire qu'il y a eu énormément de couvertures consacrées au pape, à la papauté, qui étaient d'une provocation absolument énorme. Et pour aller encore plus loin, Charlie Hebdo a publié il y a une quinzaine d'années une couverture qui m'avait un petit peu heurté à l'époque, je dois dire, un dessinateur qui s'appelle, excusez-moi. Il y avait une caricature de Hitler qui était habillé avec un tutu et qui disait « Alors les juifs, ça gaze ?» Vous dites quelle horreur, mais à l'époque, cette couverture n'a suscité aucune réaction. Pourquoi? Parce que la France est le pays de la caricature et que dans un journal considéré comme un journal anarchiste, c'est pas un journal d'extrême gauche, c'est un journal anarchiste, tout ça finalement, entre 2 couvertures sur le pape, 3 couvertures sur la reine d'Angleterre, tout ça passait complètement allègrement. Et puis les choses ont changé. Les choses ont changé. Moi, je date le changement de conscience, la prise de conscience de la liberté d'expression et le début de l'autocensure à 1989. Qu'est-ce qui s'est passé en 1989? Nathalie le rappelait. Pour la première fois dans l'histoire du XXe siècle, un écrivain a été condamné à mort par un régime, par un État, par un régime politique. Je veux parler de Salman Rushdie. Salman Rushdie, qui fait toujours l'objet d'une fatwa aujourd'hui, a été condamné à mort pour ses écrits, que les Iraniens ont très peu lus, je vous rassure, mais uniquement parce qu'ils en avaient entendu. On a vu arriver, depuis 1979, mais évidemment depuis 1989, depuis cette fatwa, on a vu l'émergence de l'islam politique. On ne parlait pas de l'islam avant. On parlait, on parlait du conflit israélo-arabe, par exemple, mais on ne parlait pas de l'islam en tant que religion. On n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la fatwa contre Rushdie? La plupart des intellectuels, dans le monde occidental, ont fait des causes pour Rushdie. Mais pas tous. Pas tous. Lorsqu'on lit les mémoires de Rushdie, qui entre parenthèses un très bon livre, on se rend compte que Rushdie a été confronté à des réactions d'intellectuels britanniques en particulier, pas des moindres, qui ont pris position contre Rushdie, contre la liberté d'expression, sous le prétexte que
l'expression portée par Rushdie, y compris à travers la littérature, était une insulte à une minorité. Une minorité en Angleterre, puisque les plus radicaux, les premiers qui ont appelé à cette fatwa, juste après Khomeini, ça a été les réfugiés, les anglo-pakistanais vivant en Angleterre. Et quelqu'un comme John le Carré, par exemple, donc on ne peut pas tellement soupçonner son amour du totalitarisme ou son amour de l'islam, a pris une position extrêmement radicale contre Rushdie. On a vu arriver exactement la même chose il y a quelques semaines avec le Pen Club international à New York. Charlie Hebdo, après le massacre de janvier, a été honoré par le Pen Club international à New York. Le Pen Club, vous savez, c'est une association d'écrivains et d'intellectuels qui décerne ses prix chaque année. Et, chose très, très surprenante, 7 ou 8 écrivains américains, et pas des moindres, certains sont juifs d'ailleurs, je le précise, ont signé un article dans le New York Times pour critiquant très très radicalement le Pen Club d'avoir attribué, là j'ouvre les guillemets, leur prix à un journal raciste, anti-musulman, etc., etc. Donc on se rend compte que cette histoire de liberté d'expression, elle est loin d'être acquise et loin d'être comprise de la même manière selon les pays où on se trouve. Mais ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que cette réaction américaine, de certains Américains, vous l'avez aussi en France. Je citais Emmanuel Todd, par exemple. On peut être d'accord ou pas d'accord, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais le postulat d'Emmanuel Todd est de dire, finalement, les 4 millions de personnes qui ont manifesté contre les attentats, c'est une France blanche, rancie, catholique, qui s'en prend à une minorité qu'elle ne supporte pas et dont l'expression, pour eux, est intolérable. Je vous le fais très court, il a écrit un livre de 250 pages là-dessus, mais il considère, comme d'ailleurs une bonne partie du monde arabe aujourd'hui, que l'islamophobie, c'est-à-dire la peur de l'islam, puisque c'est ça que ça veut dire, la peur de l'islam, est une opinion absolument intolérable. Et souvent, vous verrez d'ailleurs dans les discussions, dans les forums, dans les articles de gens étant des sectateurs de l'islam, d'organisations islamistes, mettre sur le même plan antisémitisme et islamophobie. C'est-à-dire mettre sur le même plan, il y a une confusion totale, puisque l'islamophobie, en réalité, est un concept qui a été créé de manière très maligne par les Iraniens dès 1979, lors de la visite de féministes américaines qui soutenaient la révolution communiste et qui critiquaient le voile. Et les Iraniens de l'époque ont commencé à critiquer les féministes en disant « si vous critiquez le voile, c'est que vous êtes islamophobe ». Et l'islamophobie, c'est-à-dire la critique la peur d'une religion, est devenue finalement un parallèle extrêmement osé avec l'antisémitisme. L'antisémitisme, je ne vais pas vous l'apprendre, est la haine d'un peuple, la haine d'une ethnie, l'islamophobie est la haine ou la critique d'une religion. On peut critiquer la religion, il y a des juifs qui critiquent la religion juive, qui ne s'en prennent pas au peuple juif. Donc on est confronté aujourd'hui à une situation extrêmement paradoxale, qui fait, et là j'en reviens à mon métier d'origine, qui fait que éditeurs, journalistes, publicistes aujourd'hui réfléchissent à deux fois avant de prendre la décision de publier tel ou tel livre ou tel article. Et c'est là où cette question de l'autocensure fait son apparition, de l'autocensure idéologique. Et ce phénomène, vous le retrouvez partout en Europe. Pourquoi ? Parce que les gens ont peur, parce qu'on a tué des journalistes, on a tué des caricaturistes pour la première fois.
pour la première fois. Ça n'était jamais arrivé auparavant dans un État démocratique. Donc, je connais nombre d'éditeurs qui, effectivement, ont renoncé à la publication de certains livres par peur des attentats, peur de faire face à des campagnes sur Internet extrêmement violentes. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur certaines couvertures, par exemple, de Charlie Hebdo des années 70, je le dis très clairement, aujourd'hui ne pourrait plus être publié, en France. Je vais dire un dernier mot sur Israël. Après les attentats de janvier, de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, j'ai pris la décision, dans le cadre de mes fonctions, d'organiser de manière un peu spontanée comme ça, une rencontre, une réunion publique à l'Institut français à Tel Aviv sur la question sur la liberté d'expression, ce qui nous occupe aujourd'hui. Et j'ai donc invité un panel qui me semblait assez représentatif de la société israélienne, de nombreux éditorialistes, de droite, de gauche, des arabes israéliens, des religieux, des ultra-orthodoxes, ceux qui ont bien voulu venir. Donc on avait un panel assez représentatif. Et je me suis rendu compte à les écouter, c'est un panel qui a eu beaucoup de succès, hein, il y a eu, je ne sais pas, plus de 300 personnes lors de cette soirée. Je me suis rendu compte que la question de la liberté d'expression, quand on parle de liberté d'expression aujourd'hui, on nous parle en arrière-plan, c'est dans l'inconscient de chacun, on ne parle que de religion en réalité, que de religion. Parce que la liberté d'expression sur Internet, elle est totale. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Mais d'un point de vue public, la religion est toujours sous-jacente. Et les 2 tiers des Israéliens qui étaient là, les 2 tiers des Israéliens, donc des éditorialistes israéliens qui étaient là, étaient fermement opposés à la publication des caricatures de Charlie Hebdo. Et c'était intéressant parce que je me suis rendu compte, au départ, c'est une attitude qui m'a beaucoup, j'allais dire, choqué, parce que Dieu sait que la presse israélienne est libre, mais aucun d'entre eux ne m'a dit qu'il aurait pris la décision de publier des caricatures sur l'islam. Alors bien évidemment, le contexte entre la France et Israël est différent, encore que, vous avez une forte minorité, il y a 20% de la population israélienne qui est arabe, vous avez 10% de la population en France qui est arabe, ou arabo-musulmane. Mais on est en Israël dans un système beaucoup plus communautariste à l'anglo-saxonne qu'en France. En France, la République est une et indivisible. En Israël, on est dans un communautarisme, voilà, dans le respect des communautés, et on ne va pas aller se provoquer les uns les autres. On va se provoquer soi-même. Parce que les Israéliens sont très forts pour se provoquer eux-mêmes, pour faire des émissions. J'ai vu une émission, je connais, pardon, je ne me souviens plus du titre en hébreu, mais qui s'appelle Les Juifs arrivent, qui passe chaque vendredi sur la 10, qui est une émission extrêmement à la Monty Python sur la religion juive. Mais voilà, dans un contexte tel que nous le connaissons ici, les 2 tiers, à part les caricaturistes israéliens qui défendaient la position de Charlie Hebdo, je n'ai pas vu un éditorialiste qui était prêt à soutenir la publication de caricatures de cet ordre. Pour terminer, je pense que vous avez entendu parler de la loi Guesso. La loi Guesso a été créée maintenant il y a une bonne vingtaine d'années, 90, suite à l'entreprise négationniste qui avait émergé en France ou réémergé en France dans les années 70, 79, 80 avec Forisson. En tant qu'éditeur, à l'époque, je me suis posé beaucoup de questions sur cette loi, qui est une loi restrictive, qui restreint les libertés d'opinion, qui va à l'encontre du premier amendement américain, on peut tout dire, tant qu'on ne porte pas atteinte physiquement ou de manière diffamatoire à une personne privée.
Je me suis posé beaucoup de questions et j'étais au départ plutôt opposé à cette loi selon le vieux principe de liberté absolue et qu'on allait en faire des martyrs. Et après plusieurs années, certes, on a vu émerger sur d'autres terrains les théories négationnistes. Vous ouvrez Internet, vous tapez négationniste, vous allez voir ce qui apparaît. Néanmoins, je pense que cette loi a été utile. Elle a été utile parce qu'elle a bloqué, en tout cas, jusqu'à un certain point, la diffusion de l'écrit. Et l'écrit reste quand même quelque chose d'important. Elle a ses limites parce que lorsqu'on voit l'affaire Dieudonné, je ne sais plus lequel d'entre vous citait l'Allemagne nazie, où on ne disait plus le mot juif, mais 3 petits points, bah, Dieudonné c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Il ne cite pas le mot juif, il va dire 3 petits points, ou comme vous le savez, et Dieudonné, même s'il est condamné régulièrement par la justice française, un nombre de vues sur Internet absolument considérable. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la question des titres permis de tout dire se pose parce qu'elle se pose aux intellectuels, elle se pose aux écrivains, elle se pose aux journalistes, et en même temps c'est un petit peu une tarte à la crème parce que tout est dit, c'est-à-dire que rien n'est dit, mais tout est dit en même temps sur Internet aujourd'hui.